Bonjour tout le monde et bienvenue du coup dans ce premier épisode du podcast Ma Lambda avec Laurent. On est très content et heureux d'enfin concrétiser ce projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Bonjour Laurent. Bonjour Sabichou. Ce podcast abordera donc la façon dont nous deux hypersensibles, en fait, percevons les différents aspects de la vie. Il est donc tout naturel pour ce premier épisode d'aborder déjà le thème de l'hypersensibilité. Pour commencer, Laurent, je te propose de donner ta propre définition de l'hypersensibilité. Je donnerai la mienne et ensuite on ira sur les internets chercher la définition officielle. Ok, alors ça va sortir un petit peu en pêle-mêle, comme ça me vient à l'esprit. Pour moi, l'hypersensibilité, alors ce n'est pas, ça en fait partie, mais ce n'est pas uniquement le fait d'être très sensible au niveau... tu regardes un film, il y a un chien qui meurt, tu pleures, tu vois, tu dis je suis émotif, je suis sensible. Ok, ça peut être ça m'arrive, mais ce n'est pas résumé qu'à ça. Pour moi, l'hypersensibilité, ce sont des sens exacerbés, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, les émotions et les énergies qui nous entourent aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Je comprenais pas forcément pourquoi avant. Et c'est aussi une l'arborescence des pensées, quoi. C'est-à-dire une question qui en amène une autre, qui en amène 3 autres, qui en amène 5 autres. Et c'est sans fin, en fait. Et c'est un cerveau qui est toujours en activité, qui réfléchit tout le temps à tout. Et avant que je mette un mot là-dessus, je pensais vraiment à être un extraterrestre. Je pensais que j'étais le seul à ressentir la vie, les émotions, les gens de cette manière-là. Et donc pour moi l'hypersensibilité, voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est aussi une forte intuition, toujours de deviner. Quand tu arrives dans une soirée, de deviner les gens, tu te dis lui il est comme ça, lui tu sens les choses, tu sens comment sont les gens, tu sens s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. Et au début, être hypersensible aussi, malheureusement, c'est souvent ne pas avoir confiance en soi et donc en son intuition. Mais moi, très très souvent, je me suis rendu compte que mon intuition était la bonne et j'apprends à y faire un peu plus confiance. Donc voilà, c'est aussi une forte intuition. Je suis d'accord avec toi pour le côté des sens, les sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et il me manque toujours le dernier. Le goût. Le goût, effectivement, le goût. Qui sont plus ou moins développés, c'est l'hyperesthésie qui fait partie du coup de l'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est aussi le fait de se poser 70 000 questions à la seconde, d'avoir le cerveau en feu et de tout analyser, de suranalyser, et du coup, tu perds confiance en fait parce que tu as conscience du monde et de tout ce qui entoure et tu te rends compte que c'est pas juste un chemin, que le monde en fait est rempli de choses et du coup, tu te perds vite en fait dans ton cerveau. Je le vois aussi comme ça et je le vois aussi comme une sorte de protection en fait. C'est une sorte de carapace qu'on a et des hypersensibles parce que quand tu discutes avec les hypersensibles, d'ailleurs comme tu dis, on se reconnaît entre nous. En fait, c'est marrant parce que en soirée effectivement, tu t'assois et tu discutes avec quelqu'un et tu te rends compte que le courant passe de suite, ça match parce que on est pareil en fait. On parle le même langage. On parle le même langage et quand tu discutes et que tu vas en profondeur un peu avec ces gens-là, c'est toujours des gens qui ont vécu des choses dans le passé. Alors justement, moi, j'avais lu des bouquins et ils disaient que c'était pas génétique, l'hypersensibilité, et que c'est souvent lié aussi à l'enfance et à ce qu'on a vécu, et c'est une sorte de bulle qu'on se crée, une sorte de protection qu'on se crée et qu'on devient hypersensible en fait, et qu'on n'est pas forcément hypersensible, mais on le devient selon notre parcours et notre façon d'être, quoi, et de notre façon de subir la vie au début. C'est ça. Parce qu'au début on subit la vie. On subit la vie, on subit les émotions. Ouais. Et il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que j'inclus aussi dans l'hypersensibilité, c'est le fait dans une même heure de passer par 4, 5 émotions différentes. D'être d'un coup, de se sentir ultra vivant, ultra heureux, parce qu'on a vu un truc qui va nous donner chaud au cœur et qui va nous faire presque pleurer. Et la seconde d'après, la perte totale de confiance, d'être super négatif, de se dire non mais c'est fini, enfin de perdre tout espoir. Et il y a aussi quelque chose qui fait partie, qui est la force principale des hypersensibles, c'est qu'on tombe très souvent mais on se relève toujours. C'est la résilience. Je me suis toujours surpris à toujours me relever
dans des moments où je pensais vraiment être au fond du seau et me dire non, là, c'est fini, en fait. Tu peux pas te relever, t'es au fond, c'est fini. Et en fait, bim, ça repart. Sans concernant. On a une espèce d'énergie qui est en nous, une force pour se relever systématiquement de chaque chute qui est juste impressionnante. Et surtout que dans la chute, en fait, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se relever. C'est ça. En fait, et on se surprend à se relever. C'est ça. Et à devenir plus fort. Tu vois, on arrive, on touche le fond et on met un gros coup de pied pour pouvoir remonter à la surface. Exactement. Et ouais, non, c'est vrai. Et c'est aussi ce qui est rassurant une fois qu'on prend conscience de tout ça, en fait. En fait, quand on commence à être réveillé et qu'on commence à comprendre notre fonctionnement, c'est que quand on est au fond du seau, on se dit que c'est fini tout ça, mais on connaît notre fonctionnement et on sait que, en fait, c'est pas si grave parce que on va s'en relever, parce que des fois, c'est important de regarder dans le rétro et de voir le nombre de fois où on a été dans cette situation et on est remonté. Et moi, personnellement, c'est un truc qui m'aide à me relever aussi beaucoup plus vite. Et on est très cyclique, en fait. On se rend compte que tous les mecs aussi, on parle des filles avec les règles. Et en fait, on est pareil, nous les mecs. Et moi, je me rends compte que souvent, j'ai les mêmes périodes du mois où je vais être beaucoup plus déprimé. Alors qu'il n'y a pas de raison, des fois. C'est juste, t'as tout pour être heureux. Et en fait, tu n'arrives pas à apprécier vraiment ton bonheur. Et tu vas être en dépression à ce moment-là, quoi. C'est vrai qu'on est assez cyclique aussi. Mais ces émotions, comme tu dis, oui, on a 70 000 émotions différentes dans la journée. Ça peut être... moi, je sais que j'ai mes émotions qui arrivent très vite et qui sont mais très puissantes. La colère, par exemple, est une émotion pour moi qui arrive mais de suite, instantanément, pour rien. Je peux me mettre en colère, mais je peux être hyper vénère pendant des heures, quoi, pour rien. Parce que, tu vois, sur un petit truc, quoi, un taxi qui me répond pas, un truc, je me qui fais peut passer paraître devant. Anodin. Ouais, ça peut être anodin. Et je tombe très vite en colère et je suis très froid, très fermé et ça me gonfle. Et un petit truc à la con qui va arriver et je suis. T'es passé à autre chose. Et je passe à autre chose. Et t'es repassé en positif. Et voilà. Je pense que ce qui fait de nous des gens un peu, je pense, difficiles à vivre. Moi, je pense être assez casse-couille à vivre parce que je peux être hyper susceptible, très lunatique des fois, très up and down en fait. Et c'est suite à ça en fait que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire mais attends, mais il y a un truc qui va pas. Est-ce que tout le monde est comme ça? Et ça, on ne sait pas. Mais je te propose de garder et de répondre à cette question plus tard parce que mais dis donc, Laurent, mon cher Laurent. Oui, mon cher Seb. Mais quelle est la vraie définition, selon notre ami Internet, de l'hypersensibilité? Eh bien, écoute, je m'auto-propose de regarder ça de suite, étant donné que nous sommes dans un endroit qui dispose de la 4G. Oui, alors, on parle d'endroit et je retiens à préciser que on a décidé avec Laurent de faire ces podcasts dans des lieux neutres et surtout dans des lieux à la campagne, au vert, et des lieux qu'on n'a jamais visités. Donc ici, nous sommes donc au Puy-de-Dôme, tout à fait, au milieu des volcans et des vaches et des voitures que vous pouvez entendre peut-être en fond, mais on ne triche pas, on ne ment pas. Vous êtes avec nous dans la campagne et on est bien. Et donc du coup, qu'est-ce que l'hypersensibilité selon notre ami Pédia Wiki de son prénom? L'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Cette notion renvoie à un tempérament, à une caractéristique individuelle qui permet d'identifier un ensemble clinique défini en 1996 par Hélène Aron. L'autrice revisite, par le biais d'études empiriques, le concept de sensibilité innée introduite en 1913 par Carl Gustav Jung. Selon les recherches qui ont suivi, les individus hautement sensibles représenteraient entre 10 et 35% de la population. Les caractéristiques de cet ensemble découlent d'une plus forte réactivité à une même stimulation, ce qui a des aspects positifs. Jung, ou Jung, je ne sais pas, parle de caractères enrichissants et des aspects négatifs comme une sensibilité accrue à la peur. Le terme « individu hautement sensible » est ici traduit par « hypersensible ». D'autres traductions rencontrées sont « hautement sensible » ou « sensibilité élevée ». Marie-France de Palacio et Saverio Tomasella proposent d'utiliser les termes « ultrasensible » et « ultrasensibilité », censés se départir de la connotation péjorative d'excès. Alors, tu parles de Saverio Tomasella. Je ne sais pas comment on va le prononcer. Tiens, on va dire ça. Tiens, on va dire Saverio Tomasella. On va dire qu'à chaque fois qu'on dit son prénom, on le dit avec l'accent. Donc, c'est Saverio Tomasella. Tomasella. On va dire qu'on le prête italien, mais on ne sait pas du tout sur l'italien.
Exactement. Très bien, on va dire qu'il serait italien. Donc, pour Saverio Tomasella, et alors lui nous dit que la sensibilité élevée n'est pas génétique, mais découle de l'histoire singulière de chaque personne depuis sa vie intra-utérine, comprenant les influences possibles du contexte familial, de la généalogie et de la société. C'est ce qu'il nous dit ce cher monsieur. Laurent, alors, toi Laurent, est-ce que déjà tu peux raconter comment tu as découvert ton hypersensibilité et comment ça se manifeste pour toi au quotidien? Ok. Alors, un bon hypersensible que je suis, j'analyse énormément de choses, et notamment moi-même. Je me suis toujours auto-analysé. Et en fait, j'arrivais à capter mon fonctionnement, à dire dans telle situation, je fais ci, je fais ça, je suis comme ci, je fais comme ça. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais décrit la définition de l'hypersensibilité. Mais je ne connaissais pas ce mot. Mais pour moi, j'avais établi en gros des caractéristiques qui correspondaient à mon fonctionnement. Et donc, suite à plusieurs choses qui me sont arrivées, et notamment des relations sentimentales qui sont génératrices d'émotions, et donc d'émotions ultra fortes me concernant, et c'est toujours été le fil rouge de ma vie qui a un petit peu guidé mes émotions. Je me suis retrouvé totalement éteint. J'avais tout pour être heureux dans ma vie. J'ai une bonne situation. Je suis propriétaire de mon appartement. J'avais prévu de faire des travaux. Je devais partir avec mon groupe aux États-Unis jouer. Enfin, tu vois, j'avais vraiment plein de choses qui habituellement m'auraient mis le feu. Enfin, tu vois, d'être super enthousiaste. Et j'étais éteint. Je ne ressentais aucune émotion pour plus rien. J'étais vraiment éteint. Et donc habituellement, je me réfugie dans la lecture, dans le développement personnel depuis quelques années. J'essaie de lire des bouquins, voilà, et ça m'aide à réfléchir de manière positive. Et là, j'étais rentré dans un cycle où je m'en sortais plus. Donc, je me suis dit, écoute, tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, il faut que tu te fasses aider. Donc, j'ai tapé psychologue Toulouse, voilà, sur Google. Et hasard, signe du destin, de l'univers, je ne sais pas. Il se trouve que la psychologue la plus proche de chez moi s'avérait être spécialiste des hypersensibles, l'étant elle-même. Elle est même autiste Asperger. Donc, qui est, enfin, voilà, on y reviendra, je pense, plus tard là-dessus. Je vais pas m'étendre. Et donc, du coup, dans son descriptif de son site, elle disait qu'elle était spécialiste des hypersensibles, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Par contre, j'ai lu sa méthode, son approche thérapeutique qui m'a, mot pour mot, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Donc, je suis allé la voir, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et donc, voilà, je lui ai expliqué, voilà, j'aurais tout pour être heureux, seulement je me sens éteint, j'ai plus d'émotions, Et elle a compris directement à qui elle avait affaire. Et en fait, elle m'a assez tôt mis sur la voie de l'hypersensibilité en me parlant d'un bouquin qui s'appelle Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Est-ce que tu as mis le mot dessus d'abord? Elle m'a parlé de haut potentiel, elle m'a parlé d'hypersensibilité. Et au début, j'étais pas prêt en fait. C'était vraiment la première année, donc c'était il y a 3 ans, parce que j'ai commencé à la voir en 2018. J'étais pas du tout prêt 2019, pardon. J'étais pas du tout prêt à écouter ça. J'étais là, non, mais elle me disait l'essence, elle me parlait de tout ça, et je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas moi. Donc elle a pas insisté en fait, elle a très bien géré le truc en fait. Et tac, un an se poursuit, je vais la voir, je sens que ça me fait du bien, je me rallume petit à petit, ça va mieux. Je lis, je réfléchis beaucoup, énormément. Et ma pensée avance un petit peu, je m'éveille un petit peu plus. Et l'an dernier, Monsieur Covid arrive, confinement, et puis bon voilà, premier confinement. J'ai un rendez-vous en visio avec elle, et elle me reparle d'hypersensibilité à ce moment-là, elle me reparle de ce bouquin de Christelle Petit-Colin. Et là, j'écoute avec une autre oreille, une oreille plus attentive, parce que l'idée a fait son chemin dans ma tête. Si tu veux une oreille attentive qui t'écoute, t'as une petite sauterelle sur ton épaule. Ah, magnifique. Qui t'écoute aussi. Alors, c'est un pur moment de télévision de type non visuel. Et elle se régale. Donc, elle me reparle d'hypersensibilité. Et là, de suite, voilà, ce confinement a aussi permis de lever la tête du guidon et de regarder les choses différemment. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'étudier cette piste. Et j'ai lu le bouquin. Et je te jure, j'ai pris une claque dans la tête.
Une véritable claque, comme jamais. Je me suis dit, ce livre, c'est moi qui l'ai écrit, en fait. Mais c'est exactement dans des trucs où je me disais, non, mais toi, t'es vraiment le seul à aller aussi loin sur tel truc, tu vois, je me disais, tu es un extraterrestre. Et c'est impossible qu'il y ait d'autres personnes qui soient comme ça. Et là, en fait, ce livre décrit, mais parfaitement, mot pour mot, ce que j'ai vécu. Ça a expliqué plein de trucs dans mon enfance. Ça a été vraiment une claque, mais j'ai eu envie de le crier sur tous les toits, je te jure. J'ai découvert le Graal, quoi. J'ai découvert le Graal. Vraiment. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as conseillé, ce bouquin, et je l'ai lu. Et en fait, j'ai eu cet effet où quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, mais en fait, j'apprends rien. Tu vois, j'ai lu, je me dis, en fait, putain, mais c'est juste moi, en fait. C'est juste quelqu'un qui parle de moi. Ouais. Et j'apprends rien du tout dans ce bouquin. Donc, j'avais ce côté en mode, super, c'est bon, j'ai un mot dessus parce que c'est 100% moi de ce qui se passe dedans. Mais, d'un autre côté, je lisais, je suis oui, bon, ben ça, je sais, je sais qu'il va réagir comme ça parce que c'était exactement moi. Donc, j'ai ce double vision de, c'est génial parce que c'est moi. Donc, le livre s'appelle Je pense trop. Hein. Et du coup, j'apprends rien. Donc, j'ai fermé le livre, je me suis dit, bon, j'ai rien appris. Tu vois? Ouais, mais je vois exactement. Après chacun l'accueille à sa façon. Moi, la plus grosse émotion, en fait, c'est de me dire, tu n'es pas seul. T'es pas le seul, en fait. Et déjà, rien que ça, j'ai 50 tonnes de pression qui se sont enlevées de mes épaules. Tu vois, je me suis dit, ça a été un soulagement, un véritable soulagement de me dire, en fait, ça n'a pas été juste de me dire, ah ben c'est bon, en fait, c'est parce que je suis hypersensible, genre j'ai un mot du médecin, c'est bon, et en fait, après tu vas mieux. Ouais. Non, en fait, cette découverte-là, c'est pas du tout une ligne d'arrivée. Tu franchis une ligne d'arrivée et tu dis, ouais, c'est bon, je suis hypersensible, histoire est réglée, on passe à autre chose. Pas du tout. En fait, c'est le départ. Et c'est la ligne de départ. Tu dis, ok, je suis hypersensible. Donc maintenant, je connais le fonctionnement de ça. Comment je fais pour tirer profit justement de ces émotions intenses, en fait. Comment je fais pour vivre sachant mon fonctionnement, en fait. Et ça a vraiment été une claque à ce niveau-là, quoi. Et donc, à la suite de Je pense trop, j'en ai lu un deuxième qui m'a aussi été conseillé par ma psychologue, Charlène Bertoli, pour ne pas la citer. Pour ne pas lui faire de pub. Pour ne pas du tout lui faire de pub. Voilà, allez la suivre sur Instagram. Donc, le deuxième bouquin s'appelle Trop intelligent pour être heureux, de Jeanne Siofachin. Et du coup, pour moi, ça a été le bon ordre parce que Je pense trop. Pour moi, il a défini le cadre de l'hypersensibilité. Et Trop intelligent pour être heureux amène d'autres réponses et d'autres pistes. Donc, il répond à d'autres questions. Voilà. Donc, j'y reviendrai pas en profondeur. Là, on y reviendra plus tard, je pense, sur d'autres podcasts où on rentrera plus en détail dans le contenu des bouquins. Mais voilà, moi, ces deux bouquins, en fait, premier confinement l'an dernier, ont permis d'établir la base, en fait. Et donc, du coup, je te retourne à la même question. À quel moment, toi, tu as découvert ton hypersensibilité, t'es reconnu là-dedans et ça t'a ouvert des portes et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est marrant, on parle d'ouverture de portes, mais au début, j'avais l'impression d'être vraiment dans une salle fermée. Tu vois, donc c'est dans une case, une étiquette hypersensible, et les hypersensibles n'aiment pas les cases et les codes. Précisément. Et en fait, moi, depuis tout petit. En fait, ça a commencé. Alors, en fait, je vais te faire une sorte de flash forward et de flashback en même temps parce que à 30 ans, j'ai demandé à ma mère, je dis mais je pense que j'ai un souci parce que je suis vraiment chelou. Je pense pas comme tout le monde. Je vois que j'ai un problème. Et elle m'a regardé avec un sourire en disant, en fait, quand tu es né, tu as été diagnostiqué autiste. C'est-à-dire que la pédiatre a dit, voilà, sauvez-le parce que là, il est en train de devenir autiste. Parce que quand tu es autiste, tu as le regard fuyant, tu tiens pas, tu écoutes pas, tu es dans ta bulle tout le temps. Et moi, j'étais comme ça. J'étais tout le temps dans ma bulle, je regardais pas les gens, tout ça. Et en fait, ma mère a mis plusieurs années à me récupérer. C'est-à-dire de me tirer attention, ça ici, allez, regarde-moi, allez, on y va. Et toi, elle me sociabilisait à me sortir de cette bulle-là. Parce que j'ai vraiment été dans cette bulle-là où j'ai depuis tout petit, depuis toujours. Et j'ai toujours, du coup, là, je reviens aux bases et de ce que moi, je me souviens, c'est de la suranalyse. J'ai tendance à toujours tout suranalyser. C'est-à-dire que même déjà depuis tout petit, quand on m'offrait une voiture, un jouet, une voiture voilà, pour jouer, je prenais pas la voiture et je jouais pas. Je la prenais, je la regardais, je la retournais, je regardais comment les roues fonctionnaient, est-ce que le guidon tournait à l'intérieur, est-ce que les portes s'ouvraient, est-ce que je pouvais la ranger bien à cet endroit-là. Est-ce qu'elle assurait, est-ce que j'ai fait le plein, est-ce que le contrôle technique est passé. Voilà, il y a plein de... Donc voilà, j'étais très
un peu maniaque, mais bordélique en même temps. En fait, j'étais un peu dans ce truc-là où tout était hyper propre, chaque chose avait sa place, mais en même temps, c'était un peu le chaos dans ma tête. Et j'ai toujours, quand on faisait les randos avec la famille, avec les copains des parents, j'étais toujours au fond. Au tout premier, je jouais avec mes cailloux, je jouais avec mes animaux par terre, avec les fourmis, avec mes trucs. Un peu dans ta bulle, dans ton monde. Constamment dans ma bulle. J'ai toujours été dans ma bulle. Et je pense que je le suis toujours. J'ai toujours besoin d'être très, très solitaire. Je parle, je chante, je fais mes trucs, je simule mes interviews tout seul chez moi. Je suis vraiment, vraiment dans ma bulle et j'ai du mal encore aujourd'hui avec beaucoup de conventions sociales. Des fois, je dis pourquoi je dois faire la bise? Il faut faire la bise, il faut faire comme ça. Ok, donc ça, il faut. Toi, il y a des conventions qu'on nous impose, qui est normal pour vivre en société, mais moi, c'est pas naturel chez moi. Donc voilà. Donc et je me suis toujours confronté à ça. Donc voilà, j'ai commencé à étant toujours de mon côté, à faire mes trucs, à avoir mes pensées. Et quand je parlais à mes amis, tout le monde me disait mais arrête de te poser toutes ces questions. Qu'est-ce que tu t'en fous? Mais combien de fois j'ai entendu cette question? Mais arrête tu te poses trop de questions. Tu penses trop. Tu penses trop. Exactement. C'est ça. Tu te poses trop de questions. C'est marrant parce que j'avais une ex quand on était à la Fnac, parce que je passe ma vie à la Fnac, je tiens à le dire. C'est pas très bien, mais bon voilà. Qui j'étais en train de réfléchir comme ça. Et elle avait vu le bouquin de Je pense trop. Elle a fait une photo en scred. Moi j'étais comme ça, très sérieux, en train de réfléchir, je sais pas quoi. Et elle avait pris une photo avec le bouquin derrière. Je pense trop. C'est vrai que tu ressembles beaucoup à la statue pour ceux qui n'ont pas vu la. C'était exactement le même gueule que la statue, la même comme ça. Et bref. Et donc voilà, moi j'ai toujours été dans ce truc-là, mais je me suis toujours senti à part. Et il faut que je passe des tests, mais je pense qu'il y a ce côté d'autisme encore ancré chez moi. Et tout le monde me comparait à Sheldon de Big Bang Theory. Tu vois, tout le monde m'appelait Sheldon. J'ai des potes qui étaient dans ce délire-là de très. Ah bon, en fait, je me rendais pas compte que je blessais des gens ou que j'étais. Que je blessais des gens ou que j'étais un petit peu parano ou que j'étais un peu dans ma bulle, dans mon monde. Et moi, ce qui me caractérise aussi, c'est l'hyperesthésie. J'ai une vue mais de bâtard. Enfin, j'ai genre 12 sur 10 aux deux yeux. J'ai fait du métal pendant des années, mais mon ouïe, elle est impeccable, elle est nickel. J'entends le petit truc et tout. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment les sens développés. Et d'ailleurs, j'ai fait les tests sur un peu tout ça et j'ai les sens développés. Et donc voilà. Et je pense que je me suis protégé d'un passé qui n'était pas fou. Enfin, j'avais des gros problèmes relationnels avec mon père. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à voir ma première psy, parce que j'étais hyper violent quand j'étais gosse, quand j'avais 10 ans, quand j'étais même toi en primaire. Je m'énervais énormément. Je me rappelle, j'allais dehors et je me mettais des gros coups de poing dans la boîte aux lettres. C'était mon exutoire, c'était mon défouloir. Je sortais quand j'étais pas bien, je sortais et je frappais la boîte aux lettres et ça me détendait. Et j'avais cette violence en moi. Et un jour, j'avais 10 ans, j'étais hyper violent et je suis allé voir ma mère, je dis faut que j'aille voir un psy. Toi, à 10 ans, moi, à 10 ans, je suis allé voir ma mère, je dis maman, il faut que j'aille voir un psy. Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas du tout. Je me sens pas bien, quoi. Je sens violent et je veux pas être violent parce que j'ai eu des exemples de violence dans ma famille. Je veux pas suivre un chemin que je fuis, en fait, et qui me provoque ça. Donc, je pense que le fait que je sois un petit peu autiste de naissance, le fait d'avoir une enfance, j'ai pas envie de dire malheureuse parce que c'est pas vrai. Je viens d'une famille modeste dans la campagne à Toulouse. On n'était pas riche, mais on n'était pas non plus pauvre, tu vois. Mais en fait, j'étais persuadé de vivre dans une famille normale et d'être dans un cadre normal. Et quand tu parles avec d'autres gens, tu te dis mais en fait, je suis dans un truc de derrière, en fait, tu vois. Et je pense que tout cumulé a fait que je me suis créé aussi une coquille, une protection sur moi. Donc je me suis renfermé. J'ai adapté la situation comme j'ai pu et ça s'est provoqué, ça s'est caractérisé justement donc du coup avec l'hypersensibilité. D'accord. Où voilà, je me sens un peu toujours dans ma bulle et comme tu dis, surtout cette accroche que j'ai avec cette approche et ce point commun que j'ai avec les hypersensibles, cette facilité de discuter. Je vais vraiment dans tous les sens, mais. C'est aussi aller dans tous les sens, une forte caractéristique des hypersensibles. Non, mais moi, je sais pas raconter une histoire en 3 mots. Ah non, t'as vu, là, j'ai commencé en parlant de quand je suis né, plus tard, je reviens en arrière. T'es en train de parler et moi, je suis en train de me dire, mais mince, j'ai oublié de dire ça, donc je vais avoir envie de le dire après. Tu vas le dire après. Je te laisse finir. Et pareil, moi, j'ai aussi un complexe, parce que je suis aussi dyslexique et dysorthographique.
C'est-à-dire que je comprends rien à l'orthographe français et que si c'est pas clair et net, c'est là aussi de l'hypersensibilité parce que si moi c'est pas clair, net et que j'ai pas une règle précise que je comprends 100%, pour moi c'est pas logique, du coup je ne le retiens pas. C'est la logique. Moi, je suis pareil. Je la retiens pas. Donc tu as beau m'expliquer 70 fois la règle du participe passé, de ça s'accorde avec être, mais pas avec avoir, mais des fois avec avoir, oui, parce qu'il y a le CO2. Je comprends rien. Pour moi c'est pas logique, c'est de la merde. Et du coup je fais des fautes tout le temps. En plus je suis un peu plus journaliste, donc c'est un peu le bordel parce que quand j'écris des trucs, je me fais corriger. Enfin, c'est le chaos. Et j'ai tendance à parler aussi beaucoup vite, donc c'est une protection que j'ai eue parce que mon frère me coupait tout le temps la parole quand j'étais petit. Du coup, j'ai tendance à vite caler mes mots. Et en fait, j'ai eu donc plein de trucs comme ça de mon enfance qui ont fait que je suis aujourd'hui comme je suis. Donc voilà. Mais on parlera de l'enfance plus tard dans un prochain épisode, je pense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Et du coup, juste pour raccrocher un petit peu à ce que tu viens de dire, donc moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 2 ans, parce qu'en fait, j'ai plus découvert le mot hypersensible, ce que ça regroupait, qu'il y avait plus de personnes. Par contre, j'ai toujours su que j'étais différent. Donc moi, je suis né dans une famille très, très modeste aussi. Alors, mes parents étaient propriétaires d'une maison, dans un petit village pareil, carrément, pour ne pas le citer. Pour ceux qui connaissent, je pense... Moi, c'était Montpitol. Montpitol, carrément. Et là, ça sort pas comme le sud-ouest. et donc, je suis le plus jeune de 2 frères. Donc, je suis le plus jeune des 2 frères. Donc, j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus. Et en fait, tous les amis de la famille, les cousins, les cousines et tout ça, en fait, avaient tous plus ou moins l'âge de mon frère. Donc, quand il y avait des repas de famille, quand il y avait des trucs, à cet âge-là, 8 ans d'écart, quand moi j'en ai 6 et que les autres en ont 14, tu vois, t'as pas forcément de points communs. Donc j'étais toujours en fait dans mon coin. Je parlais pas forcément. Et donc j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est ce que je me dis aujourd'hui, que je me suis créé un petit peu ma bulle et que j'ai commencé du coup à regarder les autres, à analyser, à jouer tout seul dans mon coin, à regarder les choses différemment. Donc, comme tu dis un peu, j'étais toujours soit devant, aller très très vite, soit au fond, mais toujours ce besoin d'être un peu détaché et d'observer, d'analyser. Quand j'étais gamin aussi, ma mère me l'a dit il y a pas longtemps justement, quand je lui ai dit que j'étais hypersensible et tout ce et du coup, elle s'est expliqué pas mal de choses pour elle aussi. Elle commence à s'y intéresser également. Elle m'a dit, mais quand tu étais gamin, en fait, c'était pas Tintin, Astérix et tout ça que tu avais à côté du lit. Tu avais l'encyclopédie, tu avais l'Atlas. Ouais. J'avais l'Atlas. Et tous les soirs, je regardais les cartes, les pays, les machins. J'étais passionné de ça. J'étais capable de te dire des capitales de plein de pays, de tel département, c'est tel numéro. J'étais absolument passionné de géographie et d'histoire quand j'étais gamin. Voilà. C'est fou. Moi, j'avais l'encyclopédie du commandant Cousteau. Mais j'avais 10 tomes, enfin j'avais un truc et je passais mon temps justement à lire ça plutôt que Tintin. Ouais, moi je regardais des encyclopédies, des trucs, et passionné de l'univers, l'espace. Alors c'est un truc, si je commence à penser à l'espace et tout, mais je pars trop loin, je me dis, mais comment c'est possible qu'il y ait un truc infini, les distances, les tailles des trucs, je ne comprends pas en fait. Et comment tout a commencé déjà? Ouais, comment tout a commencé, et donc quand je commence à partir là-dedans, en fait, je me perds. Plus personne. Et voilà. Et aussi, voilà, au fur et à mesure de mon adolescence et tout ça, des fois, comme beaucoup d'hypersensibles, j'essayais d'être comme les autres, d'agir comme les autres et de me mettre une carapace et justement un faux self. Et beaucoup d'hypersensibles utilisent beaucoup le faux self, je pense trop, en parle énormément. Cette espèce de déguisement caméléon pour se fondre, pour faire comme les autres, pour être comme les autres. Et ça, en fait, je me tordais le bide, je me tordais les boyaux et j'essayais vraiment de fitter, on en parlera aussi, mais dans le côté être mec, tu vois, être mec. Faut être mec, faut être un bad boy, faut pas pleurer, tu pleures pas, faut être musclé et tout. Moi, quand j'étais ado, je faisais 55 kilos, j'étais tout maigre, et je me disais, mais t'es une merde, mon type. J'essayais de faire le caïd des fois, de faire comme les autres, tu vois, de ce côté caméléon, de me dire, non, mais c'est comme ça qu'il faut pour être un homme. Et je me suis perdu total, et des fois, j'avais des besoins de retrait, je me retrouvais tout seul. Et voilà, j'ai toujours ce besoin maintenant de m'isoler, enfin voilà, je pars en sucette dans mon explication, c'est pareil. Mais bon, on aura l'occasion, je pense, de se pencher un peu plus. On va développer sur le côté homme actuel, homme moderne, quoi. Et justement, on parlera peut-être du fait d'être un homme 2.0, de sortir un peu de. Ouais, voilà, c'est ça. On va casser l'homme de la version papa-papy, quoi. Alors, sache que, mon cher Laurent... Oui, mon cher Sébastien. Sache, mon cher Laurent, qu'on n'est pas les seuls hypersensibles, parce que, comme a dit Wikipédia, qui m'a un peu volé la chic sur le coup, on est effectivement 30% de la population à être hypersensible.
Et si ça peut te rassurer, me rassurer et nous rassurer, il y a énormément de gens connus qui sont hypersensibles. Parmi les acteurs, on peut compter Greta Garbo, évidemment, qui l'est, Eddie Murphy, Joaquin Phoenix, Jim Carrey, évidemment, ça va de soi. Il y en a 70 000, que ce soit Winona Ryder, Elijah Wood, Steve Martin, voilà, chez les acteurs, j'en passe, Marion Cotillard aussi. Maurice Barthélémy, qui a sorti un super livre qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Eh ben, je ne connais pas celui-là. Eh bien, je l'ai lu. Et je lui ai envoyé un petit message pour le remercier de ce bouquin. Il est vraiment très, très bien fait. Et il m'a répondu sur Instagram en me remerciant. Enfin, voilà. Ce serait un rêve, un jour, qu'on puisse faire un podcast avec Maurice Barthélémy. J'allais te le dire, Maurice Barthélémy, on va t'envoyer, parce que je te tutoie, on va t'envoyer une invitation. Ouais. Alors, attends, j'ai bien envie de lui passer l'annonce, si tu peux. Si bien sûr. Tu me le permets. Attends pour moi. Allez. Salut Maurice, c'est Dédé. Radio Bien le Foot. On fait les podcasts chez Malandar avec Seb. Ce que tu fais, sinon, on a bien envie que tu fasses cette interview avec nous. Alors, un jour, t'enverras une investigation pour podcast. Je parle pas fort le micro, sinon ça va saturer. Alors, t'enverras une investigation. Tu viens de faire le podcast avec nous, Maurice, parce qu'on a envie de parler d'hypersensibilité avec toi. Voilà. C'est le billet d'humeur de Marcel. J'espère que le message est bien reçu. Donc, pour continuer sur le côté du monde un petit peu hypersensible, donc chez les acteurs, on a déjà cité pas mal de monde. Et évidemment, chez les écrivains, il y a Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, il y a Emily Dickinson dans les plus connus. Il y a aussi des peintres, Leonardo da Vinci. On a dit qu'on le faisait. On a dit qu'on disait avec l'accent. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Dali, Picasso, tout ça. Frida Kahlo, évidemment, était hypersensible. Orson Welles aussi, chez les metteurs en scène. George Lucas, Steven Spielberg. Chez les chanteurs aussi, les compositeurs, Mozart, Beethoven, Elton John, Alanis Morissette. Bref, Einstein aussi était, sans blague, Einstein était hypersensible. Darwin aussi, Lincoln. Bref, un monde incroyable de personnes et de personnalités et étaient hypersensibles. Donc moi, j'ai envie de me dire, en fait, c'est pas un défaut. Je me dis que être hypersensible, ce n'est pas un défaut. Et je pense que c'est une qualité. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de le jouer comme ça. J'essaie de me le prendre comme ça. Avant, je me sentais rejeté. Je me sentais isolé et rejeté en me disant, je suis pas comme les autres, donc c'est que ça va pas. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est une putain de qualité. Exactement. Et que, en fait, il faut que j'utilise cette créativité parce que. Utiliser le potentiel lié à ses émotions. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ça. Et moi, j'en suis au même niveau que toi. Ça, c'est le niveau d'éveil, c'est-à-dire de ne plus subir son hypersensibilité, mais de s'en servir, justement. Pour faire des choses qui sont fortes, enrichissantes, qui sont puissantes. Moi, j'ai sorti un projet de musique qui s'appelle Le Type, pour pas le citer. Le Type musique sur Instagram. Et effectivement, j'ai des morceaux qui parlent justement de ça, d'hypersensibilité. Et en fait, on est créatifs. On est très créatifs, les hypersensibles, toi comme moi. En plus, on est musiciens tous les deux. Donc, c'est le moment, en fait, voilà, d'utiliser tout ça et d'en faire quelque chose de créatif, quoi. Tout à fait. Et toi, aujourd'hui, comment tu l'acceptes? Comment tu le vis et comment c'est reçu vers ton entourage? Comment ton entourage le reçoit? Alors, mon entourage direct, ma famille, ils ont toujours su... Ils m'ont jamais vraiment compris, en fait. Ils s'inquiétaient pour moi, parce que du coup, on en a parlé, après on a débriefé, et maintenant, en fait, maintenant que moi j'ai compris, j'ai pu leur expliquer, et c'est très assumé. Et, enfin voilà, maintenant, on en parle énormément, donc ils s'intéressent, et franchement, je les remercierai jamais assez, et j'en profite pour leur dire que je les aime tous les deux, à ma maman et à mon frère. Mais voilà, ils se faisaient toujours du souci pour moi. Ils comprenaient pas pourquoi des fois j'avais l'air triste, j'avais l'air absent. Pourquoi j'ai été très souvent dans ma vie seul et célibataire de par mon hypersensibilité qui m'a fait poser 1 milliard de questions et qui m'a énormément fait souffrir sentimentalement. Et je pense que moi aussi j'ai dû faire énormément souffrir des filles sentimentalement à cause de ça. De ces peurs, de toutes les peurs, des questions et des peurs de partout. Aujourd'hui, mon hypersensibilité, je la crie sur tous les toits et je l'assume complètement. Ouais. Mais j'ai vraiment envie, justement, pour que d'autres personnes puissent se dire, en fait, pour inspirer d'autres personnes qui le sont également, et à se dire, voyons, mais c'est quoi ça me parle, machin, et qu'ils puissent eux aussi... arrêter d'être quelqu'un d'autre.
qu'ils soient eux-mêmes en fait. Ouais. Voilà. J'ai envie d'inspirer des personnes. Donc aujourd'hui, voilà, et moi, du coup, il y a plein de nanas que je connais pas forcément qui m'écrivent sur Instagram et qui disent putain, mais comme ça fait du bien de voir un mec parler de ses émotions, d'écrire ses émotions. Enfin, moi, sur mon compte Instagram, en fait, je publie énormément de réflexions que je me fais sur le moment, sur plein de choses. Je décris mes émotions du moment, sur des choses qui m'ont blessé, des choses qui m'ont rendu heureux. Et du coup, c'est super bien accueilli. C'est super. Et même de la part de mecs, voilà, ouais. pas que des filles, même de la part de mecs des potes à moi, des fois, qui m'ont dit, putain, franchement, je respecte énormément le fait que tu t'assumes autant, que tu assumes autant ton hypersensibilité. Et ça, tu vois, ben ça me met les larmes, tu vois, c'est vraiment... Ça te rebooste. Ouais, grave. Et donc, toi, aujourd'hui, ton hypersensibilité, comment tu l'as vécu un peu avant et comment tu la vis maintenant? Avant, comme je disais avant, c'est comme ça, en fait. Tu vois, moi, j'ai des ex qui m'ont envoyé voir des psys en me disant, écoute, t'es pas normal, t'as un problème... va voir des psys, quoi. Donc je l'ai pris comme un défaut, en fait. Ouais. Et du coup, j'allais voir des psys qui ne m'ont jamais parlé de ça, par contre. Tu vois, moi, j'ai vu des psys, contrairement à la tienne, qui n'étaient peut-être pas trop calés, parce que j'ai l'impression, déjà, tu as parlé sur la définition, c'était 96, je crois. Ouais, alors c'est fin des années 90 où le mot commence à apparaître et tout ça. C'est hyper jeune, en fait, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression que ça, comme plein de sujets aujourd'hui, que ça c'est vraiment... ça se propage à une vitesse exponentielle avec les réseaux, Instagram et compagnie. Mais ça fait une vingtaine d'années que ce mot-là a été mis. Donc c'est un peu récent. Alors, c'est peut-être pas encore dans toutes les formations de psy, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai vu 3 psys et aucune m'a parlé d'hypersensibilité, tout ça. Donc, j'ai pris... moi, j'ai besoin de mettre un mot dessus, en fait, tu vois. Ça m'a aidé de mettre un mot dessus. Et qu'on me dise pas, tiens, t'es ça, ou tu peux être ça, ou peut-être que t'es ça, qu'on me dise juste, non, fais des exercices, fais des tableaux, ou peut-être que vous avez un problème. Enfin, toi, t'es là, putain, mais donc j'ai un souci, ça va pas, j'ai un défaut, il faut que j'essaie de gommer ce défaut. C'est comme ça que j'ai vécu. Et justement, ensuite, tu vois. En fait, essayer de te faire changer pour que tu sois, entre guillemets, normal. Oui, parce que moi, si on t'envoie voir un psy, c'est que t'as un problème, en fait, tu vois. Enfin, moi, on me l'a vendu comme ça. Moi, je dis, mes ex me disaient, t'as un problème, t'as des défauts, va voir un psy. Donc j'y allais, mais je savais pas trop ce que je foutais là, et ça m'aidait pas vraiment parce que on parlait pas de ce problème-là. On parlait des problèmes un peu annexes, quoi, tu vois. Et donc je l'ai un peu mal vécu, et je me disais je serai jamais heureux, point, en fait. C'est pas grave, tu vois. Il y a des gens qui sont heureux, qui leur en faut peu, ils adorent ça, tu vois, et tout va bien. Moi, j'ai beau avoir tout ce que je veux, tu vois, j'habite à Paris, j'ai un bon travail, j'ai une bonne situation aussi, toi, je fais le métier que je rêve. Et je suis pas heureux, quoi. Ouais, tu vois, moi aussi. Non, mais c'est ouf, quoi. T'es là, putain, mais je suis chez moi, je suis dans dans un beau quartier en plus, toi, je suis à Montmartre à Paris, et je suis putain, mais je fais le métier que j'aime, je fais de la musique, j'ai des bons retours, même mes vidéos, j'ai des compliments, et je suis là, mais putain, mais en fait, ça va pas, en fait. Ça va pas. Je suis dans mon lit, en train de comater, en me disant, mais pourquoi je suis pas heureux? Donc voilà. Là, le fait de mettre un mot dessus me dit, c'est parce que je suis comme ça. Et mes émotions, au lieu de me dire, tiens, c'est un problème et j'essaie de gommer ce problème, je dis, là, ça va pas parce que c'est ma période peut-être du mois où ça va pas, où j'ai un souci, où c'est ma dépression, j'accepte et j'essaie de faire autre chose. Voilà. Et plutôt que d'essayer de gommer ce truc-là, je prends ce défaut, entre guillemets, et je le prends en qualité. Et aujourd'hui, en fait, moi, ça m'aide parce que je ressens beaucoup plus d'émotions. Du coup, je peux écrire des textes qui vont aller avec. Exactement. J'ai une sensibilité peut-être différente par rapport à mon métier, parce que je suis filmmaker, je suis vidéaste. Donc, j'ai peut-être une vision peut-être un petit peu différente, un peu plus poétique, et puis je l'accepte très bien, et puis je le dis à tout le monde, c'est comme ça, même s'il y en a qui me disent oui, c'est facile, c'est des termes que tout le monde met comme un peu partout. Un truc qu'on m'a dit, ça y est, c'est le nouveau mot à la mode, que tout le monde dit, et en fait, et se réfugie derrière ce truc, et du coup, ça m'énerve d'entendre. C'est le truc qui m'agace. C'est énervant. Mais du coup, qu'on l'appelle comme ça autre chose, on s'en fout, personne ne tombera d'accord, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc écoute, on se retrouve dedans, et donc c'est ça, c'est le terme, on l'accepte, et aujourd'hui moi je l'accepte, je suis content de l'accepter, je suis même content de l'être, parce que je me dis peut-être que ma vie serait différente. Merci.
Coucou toi. Et du coup, ben voilà. Alors, excuse-moi, je te coupe. En fait, elle vient d'appeler son fils. Ah putain, le veau, il court à côté. Il court parce qu'il y a maman ou papa, je sais pas, c'est maman. Je pense que c'est que des mamans. Hein. Ah, c'est que des mamans. Il y a maman qui vient de l'appeler, voilà. Ils sont très très beaux en plus. Ils sont angora, ils sont vraiment très très beaux. On vous montrera des photos. Ouais. Allez voir les photos du coup sur Instagram. Donc voilà, c'est des termes que j'accepte, que je suis content. Je suis content de l'être. Je suis hypersensible et c'est tout. C'est ça. Et moi aujourd'hui, j'en suis au stade où j'essaie de trouver les meilleurs moyens de mettre à profit mon hypersensibilité en fait. Sachant que je suis comme ça et comment je fonctionne, comment je peux faire pour bien vivre, pour vivre tout à fond, intensément. Voilà, donc, j'ai pas encore toutes les réponses. Peut-être qu'au fur et à mesure des podcasts, avec nos échanges, il y a des trucs qui vont venir. Peut-être qu'on pourra faire intervenir des personnes avec qui on pourra en parler. Ça serait super. Et ce serait vraiment génial. Et du coup, en fait, on met tout sur la table et voilà. Tout le monde vient vient manger, on se sert, on fait une espèce d'auberge espagnole où tout le monde va amener son truc, on se sert et on s'aide les uns les autres, on s'apporte des trucs. Si on peut avoir des témoignages suite à ces podcasts, ce serait vraiment merveilleux. Donc voilà, si ça vous a interpellé, si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de contredire ce qu'on a dit peut-être, parce que voilà, c'est juste notre point de vue. On n'est pas psychologue, on n'est pas on est juste nous. Deux mecs lambda. Et on a juste envie de vous dire ce qui passe par notre tête. J'espère que ce premier épisode du coup vous a plu et vous a peut-être un petit peu ouvert l'esprit pour certains et conforté dans une certaine idée pour d'autres. Le podcast touche déjà sa fin, disons. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page. Et je pense que de temps en temps, on essaiera de répondre à des questions via des posts. Ouais. Donc, on regroupera des questions et on fera des posts où soit Seb, soit moi, on répondra. On sera pas forcément tout le temps d'accord tous les deux. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Donc, voilà. Mais dans le respect. Mais dans le respect, voilà. Donc, on est novices dedans. C'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Donc, on va faire des conneries. On va en faire. On va se tromper, voilà. Il faut être indulgent. Mais on apprend tous ensemble. Et en tout cas, on est très heureux d'apprendre ça avec vous. Exactement. Et de faire ce projet-là. On vous remercie. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend où vous en êtes. Exactement. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Salut.